Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des obligations convertibles, enjeux et perspectives pour cette année 2026, pour cette classe d'actifs niche, mais très intéressante et très pertinente, peut-être même d'ailleurs dans le contexte actuel. Nous en parlons avec Benjamin Shapiro, qui est gérant senior, spécialiste des convertibles, bien sûr, à l'Union bancaire privée. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je disais, classe d'actifs particulièrement intéressante. Est-ce que 2025 a démontré que cette classe d'actifs était intéressante? Est-ce qu'on a eu un marché dynamique du point de vue des émissions d'obligations convertibles? Est-ce qu'on a eu de bonnes performances satisfaisantes, en tout cas à l'arrivée, Benjamin? Alors la réponse est clairement oui aux deux questions, puisqu'en 2025, on a à la fois une année qui a été excellente en termes d'émissions, donc de marché primaire des obligations convertibles. On a eu près de 170 milliards de nouvelles émissions sur notre marché. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est un chiffre qui est quasi record. Hein. Ça faisait... depuis le début des années 2000 qu'on n'avait pas vu autant d'émissions dans le marché. Dans les obligations convertibles 2020-21, post-Covid, faisait un peu référence avec des niveaux d'émissions qui étaient très importants. On les a dépassés. Ouais. Donc ça a été une année vraiment marquante à ce niveau-là. Au niveau des performances, c'est la même chose. On a un marché sur l'année 2025 qui était en hausse d'environ 19%. Ouais, donc marché action monde. Ouais. C'est mieux que le marché des obligations convertibles. Ouais. Oui. Alors c'est mieux que le crédit investment grade, que le crédit à yield, ce qui n'est pas étonnant dans ce type d'année. Par contre, c'est même mieux que les actions, ce qui est beaucoup moins attendu, puisque les obligations convertibles traditionnellement font un certain pourcentage de la performance des marchés actions. Et là, si on ajoute même le mois de janvier qui a continué sur la même tendance, donc depuis la fin de l'année 2024, on a une performance qui est de 25% quand les marchés actions montent d'environ 18-19%. Donc ça fait nettement mieux. D'où elle vient cette surperformance des obligations convertibles par rapport aux actions justement sur cette période, Benjamin? Alors elle vient justement principalement du moteur action des obligations convertibles, et ça c'est important à comprendre, qui est différent du marché action classique, puisque les actions du monde des obligations convertibles ne sont pas tout à fait les mêmes. On n'a pas les plus grandes capitalisations du marché, donc les Magnificent Seven typiquement ne sont pas présents dans notre marché. On a une taille moyenne de société qui est plus faible, et on a des biais à la fois sectoriels et thématiques qui ne sont pas les mêmes que le marché action. Donc selon les années, parfois ça va être favorable, parfois défavorable. Il se trouve que l'année dernière, notamment via le biais de la technologie qui est très présente dans notre marché et qui est notamment présent, et de plus en plus d'ailleurs via l'intelligence artificielle, puisque beaucoup de sociétés de ce thème-là viennent se financer sur notre marché. On a eu une performance des sous-jacents actions du marché qui a très largement dépassé les marchés actions. Donc si je reprends la même période jusqu'à fin janvier, donc il y a quelques jours, les actions, donc je redis le chiffre pour les actions globales sur la période, donc c'est à peu près 18-19% de hausse. Les actions du marché des convertibles, c'est 35%. Donc c'est presque 2 fois la performance du reste des marchés actions sur cette période. C'est ce que je disais en introduction de l'émission tout à l'heure. Oui, effectivement, ces instruments, ces obligations convertibles deviennent des instruments centraux, en tout cas importants, du financement de 2 thèmes majeurs du marché, l'IA et la défense. Mais l'IA étant peut-être le premier d'entre eux, Benjamin, que représente justement la tech et l'IA dans ce marché des convertibles aujourd'hui là? Voilà, il y a plusieurs analyses de recherche qui ont été faites là-dessus. On va estimer aujourd'hui qu'on est un peu au-dessus de 20% du marché des obligations convertibles qui est assez directement lié à l'intelligence artificielle. Ça se retranscrit via beaucoup de secteurs et beaucoup de types de sociétés, parce que l'IA, c'est pas seulement de la technologie. On retrouve l'IA dans des secteurs on a dit que c'était une chaîne de valeur. Voilà, dans l'énergie, on retrouve l'IA dans tout un tas de thèmes et de secteurs. Donc, évidemment, la tech est une grosse partie de ça, mais pas que, c'est important à avoir en tête. Et l'autre thème très présent, tu parlais de la défense. Mais j'ai envie d'élargir un peu, je dirais qu'il y a le thème de la souveraineté en général, qui est aussi présent dans ce marché-là. La défense est un aspect. On a vu des sociétés comme Rheinmetall, qui est très connue, une société française, Excel Technologies, un peu moins connue, qui est venue aussi sur notre marché en septembre et qui a augmenté la taille de sa souche assez récemment en janvier. Et on a aussi des sociétés aux États-Unis, donc sur le thème de la souveraineté, qui ont émis dans des secteurs complètement différents de celui de la défense. On peut penser notamment à une société comme MP Material. C'est un cas très intéressant puisque c'est une société qui détient la seule mine de terres rares d'une taille importante. Significative. Donc c'est une des mines les plus importantes du monde, mais c'est surtout la seule aux États-Unis. Donc on imagine bien, vu les sujets géopolitiques du moment, que c'est une société qui est très poussée par l'État américain pour se développer. D'ailleurs, l'État américain a pris une participation dans cette société, a signé une série de contrats justement pour que la société puisse
développer son activité, parce qu'il y a évidemment un sujet d'indépendance des États-Unis stratégique. Bien sûr. On peut penser à une autre société, Centrus Energy, qui fournit de l'uranium enrichi. Là aussi, les États-Unis veulent devenir indépendants par rapport à d'autres géographies. Et donc là aussi, l'État américain, via le département de l'énergie, a signé une série de contrats avec cette société. Donc voilà, ça montre la diversité aussi derrière l'IA et derrière la souveraineté. Ça montre la diversité de ces thèmes, de ces thématiques. Et des sociétés dont on n'entend pas toujours parler, des fonds actions qui investissent plus souvent dans les grandes capitalisations. C'est vrai que le marché des obligations convertibles a cet attrait de proposer une typologie de sociétés très différente. Et les sociétés que vous citez là, c'est des sociétés qui sont nouvelles en tant qu'émettrices sur ce marché des convertibles, ou il y a un historique déjà pour ces sociétés? Il y a tous les cas. On a effectivement des sociétés qui étaient déjà sur notre marché, qui sont revenues sur notre marché parce qu'elles voient une hausse de la demande très significative, donc elles ont des besoins de développer des capacités, donc des besoins de financement, et ces sociétés viennent sur notre marché parce qu'elles n'ont pas forcément la taille ou l'historique pour émettre des obligations classiques. Parfois, elles font les deux d'ailleurs. Parfois, les obligations convertibles sont seulement vues comme un outil de diversification. On pourra parler de la diversification pour les investisseurs, mais pour les émetteurs aussi. C'est aussi une diversification. J'allais dire quels intérêts elles y trouvent à venir sur le marché. Et il y a aussi des sociétés qui sont venues l'année dernière sur notre marché pour la première fois et qui sont des nouveaux émetteurs. Donc ça nous demande un petit peu de travail de les découvrir, mais c'est passionnant justement de faire ce travail-là. Oui, bien sûr. Oui, dans les différents intérêts qu'elles peuvent avoir à émettre des convertibles, parfois c'est des sociétés qui n'ont pas accès à des marchés obligataires plus traditionnels. Pour fond, question de taille, question de raisons, question de taille, question de rating aussi. On est un marché qui finance bien volontiers des sociétés qui n'ont pas de rating, ce qui n'est pas toujours le cas sur le marché du crédit classique. Il y a effectivement la problématique de la taille. La problématique la plus évidente, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas de qualité quand elles n'ont pas de rating. C'est ça. Non. Ça oblige le gérant à faire un travail. Exactement. C'est vrai qu'on a moins de références sur lesquelles s'appuyer. En revanche, quand on regarde dans le détail, il y a énormément de sociétés qui ne sont pas notées. C'est un coût de se faire. Bien sûr. Les gens ne l'ont pas forcément en tête. Comme être coté en bourse. Voilà, on paye pour avoir un rating. Et pour des sociétés plus petites, ce coût peut être important. Et donc, elles préfèrent ne pas être notées et se financer via d'autres outils. Et les obligations convertibles en font partie. Et c'est une des spécificités du gérant convertible, c'est qu'il va être très habitué à étudier la qualité de crédit d'une société qui n'est pas notée par les agences de crédit. Bon, pour l'investisseur, alors repartons des performances effectivement de 2025, mais au-delà de la performance, pour l'investisseur, quel est l'intérêt comment on s'expose aux convertibles? Alors à travers des fonds gérés par des professionnels, j'imagine, mais c'est dans l'idée d'une allocation, qu'est-ce que ça peut représenter et qu'est-ce que ça apporte à une allocation d'actifs un peu globale, un portefeuille un peu global pour un investisseur? Alors c'est vrai qu'on recommandera plutôt à des investisseurs d'investir via des fonds, parce que l'investissement en direct dans des obligations convertibles est compliqué pour un investisseur notamment particulier. Et l'attrait de s'exposer pour des investisseurs à ce marché, c'est que c'est un marché qui est effectivement, on citait le mot tout à l'heure, très diversifiant par rapport aux autres. On va retrouver une typologie d'émetteurs, que ce soit au niveau des secteurs, au niveau des capitalisations de marché, qui sont très différentes de ce qu'on va trouver sur le marché du crédit, sur le marché action. On parlait des thèmes tout à l'heure, c'est des thèmes qui sont parfois spécifiques à ce marché-là. Le profil de risque est différent, puisque il y a une sorte d'être très technique, mais il y a une optionnalité dans l'obligation convertible qui fait que pour ces sociétés à des stades de développement moins avancés, donc qui peuvent être plus volatiles que des actions de grande capitalisation mondiale, le faire via un outil qui offre une optionnalité, c'est intéressant. Et puis, on voit à travers les cycles, là on sort d'une période très favorable à notre marché, parfois d'autres périodes moins favorables, mais si on regarde à travers les cycles, c'est effectivement une classe d'actifs qui, dans un portefeuille diversifié, améliore le ratio rendement-risque d'un portefeuille. Et en termes de niveau d'allocation, c'est important aussi de garder en tête la taille de ce marché. Quelques centaines de milliards, il a cru là récemment avec beaucoup d'émissions, mais on est sur un marché qui au total représente maintenant entre 500 et 550 milliards de dollars. Donc ça reste un petit marché à l'échelle mondiale, mondiaux. Et donc on va avoir des allocations, quand on parle à nos clients, qui sont de l'ordre de quelques pourcents. On dépasse rarement les 10% d'allocations aux obligations convertibles dans un portefeuille. La dette américaine, c'est plus de 30 000 milliards de dollars de marché. Non, mais pour donner d'un extrême à l'autre, d'un extrême à l'autre. En termes, alors. Après telle performance, déjà, c'est quoi les moteurs de performance qui restent valables pour vous là sur ce marché des convertibles, et c'est quoi une espérance de rendement un peu normatif sur ce marché-là? J'imagine qu'on fait pas non plus 25% chaque année. Non, bien sûr. Et puis alors en plus c'est sur 13 mois, on a un peu triché. Oui, c'est vrai. Mais le moteur le plus important, et nous c'est ce qu'on a, c'est quand même le moteur action. C'est un marché
qui est un peu technique justement parce qu'il vous expose au crédit, au taux, à l'optionnalité, aux actions, mais le vecteur de performance principal sur une longue période, ça reste les actions. C'est particulièrement vrai aujourd'hui puisqu'on sort d'une phase où les actions ont beaucoup monté. L'optionnalité va vers le monde action dans la classe d'actifs, donc le niveau de sensibilité au marché action a eu tendance à augmenter, donc c'est le moteur à avoir en tête. Les thèmes dont on a parlé tout à l'heure, ça va être effectivement des vecteurs de performance potentielle, si les tendances qu'on a vues ces derniers mois et trimestres continuent. Et en termes de niveau de performance, évidemment, on n'est pas sur une classe d'actifs qui a vocation de manière structurelle à offrir des performances proches des 20%. Habituellement, on va dire que c'est une classe d'actifs qui peut délivrer des performances proches des 10%, en moyenne annualisée sur longue période, ce qu'on en mauvais anglais, single digit. Ouais. Bon, et puis pour finir, et c'est important pour vos métiers, j'imagine, un vrai marché où la gestion active, la gestion de conviction a tout son intérêt, j'imagine. C'est beaucoup plus dur de battre des indices dans l'univers action sens large. Là, j'imagine que le picking, la sélection, redonne vraiment de la valeur à la gestion active. Oui, c'est encore plus vrai après l'année qu'on vient de traverser. Il y a de plus en plus d'émissions, le marché grandit, donc c'est vrai que ça crée un vaste univers pour faire notre travail de bond picking, donc c'est effectivement passionnant. C'est un univers qui effectivement représente des opportunités sur des sociétés peu connues, donc dès que vous avez des capacités en termes d'équipe à faire un travail particulier sur ces sociétés les moins connues, ça peut potentiellement générer de l'alpha. Bien sûr. On peut retrouver aussi ça dans les actions via des small mid-cap. Oui, c'est pas complètement. Il y a des poches de marché où il y a des inefficiences, de la symétrie, etc. Voilà, c'est vrai que notre marché permet ça. Et il est particulièrement passionnant dans un moment où c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un marché qui offre les thèmes séculaires dont on parle le plus en ce moment. Donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de faire ce travail ces derniers temps. Merci beaucoup Benjamin. Merci de nous parler de votre métier de gérant d'obligations convertibles et de ce marché des obligations convertibles en général. Vous êtes gérant senior à l'Union bancaire privée. Entretien que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.